Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kallman-Lévy, présentent Brunetti en 3 actes de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin. La femme était penchée au-dessus de son bien-aimé, le visage et le corps tout entier figés de terreur. Elle regardait fixement sa main tachée de sang. Lui était couché sur le dos, un bras quasiment arraché, la paume de la main retournée, comme s'il la priait d'y déposer quelque chose. Sa vie, peut-être. Elle lui toucha la poitrine pour l'exhorter à se lever et à s'enfuir avec elle, mais il ne bougea pas. Elle se mit alors à le secouer, quelle marmotte, jamais disposée à sortir du lit. Sa main était rouge, et instinctivement elle la pressa contre sa bouche pour étouffer un hurlement. Elle ne devait pas faire de bruit, elle le savait bien, ni leur faire savoir qu'elle était là. Mais l'horreur finit par avoir raison de sa prudence, et elle cria son nom. Elle le cria encore et encore, en se disant qu'il était mort, et que tout était fini, que tout s'était achevé ainsi, dans le sang. Elle regarda l'endroit où elle avait posé sa main et vit les traces pourpres. Comment autant de sang avait-il pu en couler alors qu'elles étaient petites, si petites? Elle frotta sa main contre sa bouche, vit qu'elle était rougie par le sang répandu sur son visage. Paniquée, elle dit son nom. Tout était fini, vraiment fini. Elle répéta son nom, plus fort encore, mais il ne pouvait plus l'entendre, ni lui répondre. Elle s'inclina spontanément pour l'embrasser, le saisit par les épaules dans une vaine tentative de ranimer un peu d'ardeur en lui, mais ils étaient désormais l'un et l'autre privés de vie. Le chef de la bande qui l'avait tué poussa un grand cri sur sa gauche. Elle plaqua sa main sur sa poitrine. Elle voulait parler, mais en proie à la peur, elle ne put que grogner, comme une bête blessée. Elle tourna la tête et les vit. Elle les entendait hurler, mais sans parvenir à comprendre leurs mots. Elle ne ressentait plus que la terreur, et maintenant qu'il était mort, une crainte soudaine pour elle-même, pour ce qu'ils allaient lui faire. Elle se leva et s'éloigna de lui sans un regard en arrière. Il était mort, et tout était fini, tout espoir était éteint, toute promesse tarie. Les hommes, 4 sur la gauche et 5 sur la droite, sortirent sur le toit encombré de détritus où avait eu lieu le crime. Le chef du groupe cria quelque chose, mais elle n'était pas en état de l'entendre, ni d'entendre rien, ni personne. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait s'échapper, mais il l'avait prise en tenaille. Elle se tourna et aperçut derrière elle le bord du toit, sans aucun bâtiment en vue. Elle n'avait nulle part où aller, nulle part où se cacher. Elle avait le choix, mais pas véritablement. La mort était préférable à ce qu'il venait de se produire, ou se produirait inévitablement dès qu'il la capturerait. Elle trébucha 1 fois, puis 2, en courant vers le rebord, où elle grimpa avec une grâce inattendue, avant de se tourner pour regarder les hommes qui se précipitaient vers elle. « O Scarpia, avanti a Dio !» lança-t-elle, puis elle pivota et sauta. La musique s'affaiblit, continua à gronder encore un peu, comme toujours lors de ces finales à sensations un peu pathétiques, puis un long silence s'installa, le temps que le public assimile ce qu'il venait d'entendre et de voir. Depuis la Calas, autrement dit un demi-siècle, on n'avait rien vu ni entendu du niveau de cette Tosca. Tosca avait réellement tué Scarpia, le chef de la police, n'est-ce pas? Et son bien-aimé avait réellement été tué par ces saligots en uniforme, et elle avait réellement sauté dans le Tibre. Dieu, cette femme savait jouer, et savait mieux encore chanter. Tout était vrai,
le meurtre, la fausse exécution qui s'était avérée réelle, et l'ultime plongeon de Tosca n'ayant plus rien à faire ni à perdre. Ce n'était que de romantiques balivernes, tout allait au-delà de la parodie, mais alors pourquoi le public applaudissait-il à tout rompre et criait-il comme un beau diable? Le rideau s'ouvrit lentement, et Flavia Petrelli se faufila dans l'étroite fissure. Elle était vêtue d'un rouge plus rouge que le rouge, et elle portait un diadème qui avait apparemment survécu à son saut dans le fleuve. Elle regarda le public, et sur son visage ébahi passa une onde de plaisir. Pour moi? Tout ce bruit pour moi? Son sourire s'élargit, et elle porta une main comme par magie vierge de sang ou de toute substance analogue sur son décolleté et la pressa contre son cœur comme pour le forcer à garder son calme au sein de toute cette excitation. Elle enleva sa main et ouvrit un bras comme pour les étreindre tous, puis l'autre, en exposant cette fois son corps entier à l'assaut des applaudissements. Puis ses deux mains revinrent à sa poitrine, et elle s'inclina avec grâce, en un geste entre la révérence et la génuflexion. Les acclamations augmentèrent, et les voix d'hommes et de femmes criaient à l'unisson « Brava !» ou pour ceux qui étaient aveugles ou n'étaient pas italiens « Bravo !» Elle ne semblait pas s'en offusquer du moment qu'ils criaient. Encore une révérence, puis elle renversa le visage en arrière, comme pour l'immerger dans la cascade de clameurs. La première rose, au bout d'une longue tige, aussi jaune que le soleil, tomba juste devant elle. Son pied recula involontairement comme si elle avait eu peur de la blesser, ou qu'elle ne la blesse, puis elle se pencha pour la ramasser, mais si lentement qu'on aurait pu croire que son geste était étudié, presque calculé. Elle la serra contre son sein et croisa les mains sur elle. Son sourire s'atténua à sa vue. « C'est pour moi? Pour moi ?» Mais elle leva un visage resplendissant de joie vers les galeries supérieures. Comme en écho à sa réaction, les roses se mirent à pleuvoir. D'abord 2, puis 3 autres, lancées séparément depuis le côté droit, puis davantage encore. Des douzaines de fleurs jonchaient maintenant la scène devant elle, la métamorphosant en Jeanne d'Arc avec les branchages qui atteignaient ses chevilles et recouvraient même ses pieds. Flavia sourit sous le tonnerre des applaudissements, s'inclina de nouveau, s'écarta des roses et se glissa à travers le rideau. Elle émergea un instant plus tard en tenant par la main son amant qui n'était plus mort. Comme les cris des sbires de Scarpia, les éloges augmentèrent à son apparition, avoisinant le délire qui se déclenche souvent à la vue d'un jeune et beau ténor bénéficiant de toutes les notes aiguës et sachant en faire le meilleur usage. Tous deux jetèrent un regard nerveux à leurs pieds, essayant d'éviter de marcher sur le tapis de fleurs, puis ils en prirent leur parti et finirent par les piétiner. Décelant intuitivement que les applaudissements étaient cette fois réservés à son compagnon, Flavia fit un pas en arrière et leva haut les mains pour s'unir à eux. Au moment où il commençait à diminuer, elle le rejoignit, prit son bras et se pencha vers lui, puis l'embrassa furtivement sur la joue, lui donnant ce rapide baiser amical dont on gratifie un frère ou un bon collègue. Il lui saisit la main en retour et propulsa leurs mains jointes au-dessus de leur tête, comme s'ils présentaient le vainqueur d'un combat. Le ténor recula d'un pas pour lui faire de la place, en écrasant d'autres roses. Elle glissa alors devant lui, puis derrière le rideau, et il la suivit. Après un instant, Scarpia ressuscité, dont le devant de la veste de brocart avait toujours sa teinte incarnat, traversa le rideau et se mit sur la droite en évitant la plupart des fleurs. Il s'inclina, puis s'inclina encore, et croisa les mains sur sa poitrine couverte de sang pour exprimer sa gratitude. Puis, regagnant l'ouverture du rideau, il alla chercher Flavia, qui tenait le jeune ténor par l'autre main. Scarpia conduisit la farandole des 3 personnages qui n'étaient plus morts vers la droite, tandis que Flavia poussait les fleurs sur le côté avec le bord de sa robe. Ils unirent leurs mains une dernière fois et firent ensemble la révérence. Transformés par le plaisir et leur reconnaissance envers le public enthousiaste, leurs visages exhalaient un même et unique rayonnement.
Flavia lâcha les deux hommes et passa de nouveau derrière le rideau, pour réapparaître cette fois main dans la main avec le chef d'orchestre. C'était le plus jeune sur scène, mais son assurance n'avait rien à envier à celle de ses collègues plus âgés. Il s'avança, n'ayant même pas remarqué les fleurs, et balaya le public du regard. Il sourit et s'inclina, puis fit signe à l'orchestre de se lever pour recevoir sa part d'applaudissements. Il s'inclina de nouveau, recula d'un pas et se plaça entre Flavia et le ténor. Tous les quatre s'avancèrent et firent une nouvelle révérence, toujours remplie de joie et de gratitude. Sensible au léger affaiblissement des battements de main, Flavia fit joyeusement signe au public, comme si elle s'apprêtait à monter dans un train ou un bateau, et conduisit ses collègues derrière le rideau. Les clameurs se réduisirent peu à peu, et lorsque les chanteurs cessèrent de revenir sur scène, ils s'amenuisèrent jusqu'à cesser complètement. Mais au cri de « Evviva Flavia !» poussé par une voix d'homme au premier balcon, une nouvelle salve d'applaudissements éclata dans la salle, suivie du silence et des simples murmures et chuchotements du public, serpentant vers